Georges Sémé. Bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Diomo. Bonjour, bien sûr. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous faites bien de le signaler. C'est un vendredi assez lourd et triste pour la communauté des journalistes parce que c'est aujourd'hui qu'il y a la levée de corps d'abord notre conseil du quotidien Le Jour, Poincier Maïnga. Et au même moment, il y aura une autre levée de corps qui concerne l'épouse de notre confrère Frédéric Moutomé de LTM Télévision. Donc c'est un vendredi assez exceptionnel pour la presse parce que nous devons certainement conduire ces deux confrères, les soutenir et puis les accompagner dans cette épreuve difficile qu'ils vivent en ce moment. Hervé Viardili, bonjour, bon vendredi, tout en noir aussi. Oui, il faut dire que le vendredi n'est pas du tout bon comme venait de le souligner Georges Sémé et Eric Martial, parce qu'en fait, il a fait savoir que Pauline Poincier Maïnga, notre grande sœur dans cette profession, entame son dernier voyage. Et la levée de corps est prévue tout à l'heure à 10h à l'hôpital La Cantine de Douala. Et vraiment, il faut dire que c'est l'âme en peine que nous allons passer ce vendredi parce qu'il faudra la conduire à Macondo demain pour l'enterrement. Et de l'autre côté, je crois que c'est le côté de l'hôpital La Luchem que nous avons allègrement accompagné notre frère, notre collègue Moutomé, qui a perdu sa femme il y a environ 3 semaines. Vous comprenez que c'est vraiment difficile pour nous et on est obligé de partager, de porter le deuil. Voilà, c'est bien triste. La presse camerounaise qui porte le deuil. Allez, on va démarrer avec la succession chez les Mouna qui fait problème. Le journal La Météo en parle, la Nouvelle Expression tout aussi en parle. Une succession finalement à problème, même si Georges Sémé, l'un des frères Mouna, notamment Bernard, estime qu'il s'agit d'une affaire essentiellement politique au regard du timing choisi par la sœur cadette pour porter cette affaire en justice. Il faut peut-être d'abord rappeler à l'attention des téléspectateurs que M. Bernard Mouna est bien sûr de la famille Mouna, mais il n'est pas très impliqué dans la vie politique comme son frère qui aujourd'hui choisit devant le tribunal de première instance des centres administratifs, et sa sœur qui traîne son propre frère au tribunal est très impliquée dans la vie politique en étant tout simplement membre du RDPC. Donc, vu cet aspect-là, on peut dire que ce drame familial qui concerne une succession peut être effectivement vu comme une affaire politique qui se retrouve sur la place publique. Mais je pense d'abord qu'elle a une signification familiale, c'est-à-dire la dispute autour de l'héritage de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Salomon Tamdemouna, un héritage qui n'a pas été bien géré, son processus n'a pas été bien géré, à telle enseigne qu'aujourd'hui on se retrouve à ce que ses fils, des politiques ou alors des avocats se livrent à des batailles juridiques sous fond politique. Donc je crois que c'est une affaire extrêmement grave qui a d'abord des causes familiales, mais malheureusement comme ce sont de fortes personnalités publiques, ça se retrouve soit dans les journaux ou alors devant les tribunaux. Voilà. Et comme l'affaire est devant les tribunaux, je crois qu'il est extrêmement difficile pour nous de la commenter et on laissera simplement le soin aux magistrats de trancher. Voilà, on reste sur le timing tel que brandi ou mis en avant par l'un des frères Mouna, Bernard. Le timing est-il, le choix de ce timing, Hervé Viard, est-il anodin selon vous? Non, pas du tout anodin parce qu'on essaie de faire une analyse du contexte politique. On pense que c'est au moment où Akere Mouna en train de battre campagne pour pouvoir accéder au poste du chef président de la République du Cameroun, que l'affaire rebondit. Pourtant, quand vous constatez l'objet même de la procédure du juge, l'objet de la plainte, c'est qu'il y aurait une fois en écriture, il faut qu'il aurait modifié certainement certains actes pour pouvoir se prévoir. Avec imitation des signatures. Avec imitation des signatures pour pouvoir se prévaloir. Le gestionnaire, le titre de gestionnaire d'un bien. Donc je pense que c'est une affaire certainement qui ne date pas d'aujourd'hui. Bon, peut-être que les avocats encore étaient en train de rassembler les éléments pour pouvoir porter plainte. Question de pouvoir avoir raison au moment où la juridiction, où les juges devraient se prononcer là-dessus. Et quand on sait qu'Akere Mouna aussi est un grand avocat international d'ailleurs, c'est pourquoi certainement il fallait bien que les avocats qui conseillent, le conseil de sa sœur, également puisse rassembler suffisamment de preuves pour pouvoir démontrer un baron du barreau qu'il est. Donc je pense qu'on peut également faire des analyses de ces deux côtés, sauf que ne pourrait pas ignorer l'aspect politique parce que c'est à ce moment précis que Akere Mouna est en train de vouloir gagner le terrain en faisant le tour du Cameroun qui a commencé sur certains qui ont fait le processus de tour. Il se trouve actuellement du côté de Londres dans le cadre du sommet du Commonwealth. Voilà, donc vous comprenez que ce n'est pas anodin dans tous les cas et ce sera également faux de penser que c'est une manière de pouvoir déstabiliser, sauf qu'on ne pourrait pas ignorer le fait que c'est un problème familial comme soulignait Georges Sémé et que
certainement qu'il faudrait bien qu'il filme le paramètre de la paix pour que les choses, pour que la sérénité puisse être consommée. Est-ce que cela pourrait avoir un impact du Georges Sémé sur la campagne de Akerimuna dans le cadre des présidentielles à venir au Cameroun? Bien, je pense tout simplement que M. Akerimuna, c'est un homme politique, certes jeune, mais je crois qu'il a des dents déjà bien longues parce qu'il a quand même écumé la sphère politique internationale, mais il a pris le temps de côtoyer ses pairs politiques nationaux. Donc ça lui donne déjà certains arguments pour se lancer en campagne électorale. Mais vous me demandez si cette affaire entre les Mouna viendra effectivement entacher sa campagne, sa candidature à la campagne électorale des présidentielles. Non, je ne peux pas aller dans une boule de cristal, mais je crois qu'il va aller plutôt proposer. Y avoir un quelconque impact. Oui, il ira proposer plutôt à ses potentiels électeurs son programme électoral. Et je doute fort que ses opposants politiques viendront brandir une histoire de succession pour s'engranger quelques voix. Parce que la bataille politique est ailleurs, c'est sur les programmes politiques et non sur des faits divers comme c'est le cas aujourd'hui entre la famille Mouna. Tout à l'heure, mon confrère a signalé, a relevé un chef d'accusation qui portait sur le faux et usage de faux en écriture privée et de commerce. Il n'y a pas que ça. Il y a également la dissimulation des procédures et des déclarations mensongères. Ce sont des faits extrêmement graves qui relèvent, selon moi, d'une affaire familiale, mais qui n'auront pas un certain impact politique, soit sur Akerimuna ou alors sur Amatutu Mouna, si elle veut bien être candidate à une élection, soit législative ou municipale. Donc, on regarde plutôt leur programme qu'ils vont proposer aux électeurs et non un fait divers qui n'intéresse que, franchement, que leur famille et pas les électeurs. Oui, il faut répondre en disant que, bon, c'est vrai quand même que quand on essaie de regarder les campagnes présidentielles dans d'autres pays, ça dit qu'en Hexagone et autres, on constate justement que les faits divers sont les éléments qui sont pris, qui sont brandis à la face du monde justement pour faire une contre-campagne contre le candidat ou bien contre son adversaire. C'est vrai quand même que c'est le programme politique qui est celui qui devrait être voté par les candidats. Ben maintenant, vous savez que quand on va dans une bataille, on utilise toutes les armes qu'on a, simplement pour stabiliser l'adversaire. Donc certainement que les adversaires d'Akerimuna aux élections présidentielles ne manqueraient pas certainement de brandir cela comme pour prouver sa mauvaise foi pendant qu'il est en train de vouloir gérer un pays. On pourra par exemple dire qu'on peut pas traiter de malfrat du moins, entre guillemets, du moins de quelqu'un qui n'a pas de malhonnête, qui n'a pas une bonne foi. Donc tout ce qu'il est en train de proposer aux Camerounais, par exemple, serait en train de faire une fausse promesse dans la mesure où s'il est déjà à mesure c'est dans le cadre familial de pouvoir faire des choses. Imaginez-vous ce qu'il pourra faire sur le plan national. Je pense que ça relèvera de la lâcheté politique. Oui, on dit bien la même chose. On dit bien la même chose. Mais je crois que ce qui devrait plutôt convaincre les électeurs, c'est les programmes politiques présentés par les autres candidats. Quand on sait que quand on va campagne, la loyauté n'est pas certainement la chose la plus partagée par les différents candidats parce que chacun aspire à ce poste. Et beaucoup utilisent des moyens non conventionnels parfois pour y parvenir. Donc, mais sauf que on sait quand même que c'est un mastodonte sur le plan juridique. Il aura certainement les armes pour pouvoir se défendre et prouver une fois de plus sa bonne foi et faire comprendre aux autres que s'il a bien géré les affaires familiales, ce ne sont pas les affaires nationales qui ont dépassé. En tout cas, c'est Amatutu Mouna et ses conseils contre deux anciens bâtonniers. Bernard Mouna et bien sûr Akerimuna. C'est une affaire à suivre. On va poursuivre avec les questions de décentralisation, la une ce matin de la Nouvelle Expression et la parole qui est donnée à cet expert en question de décentralisation, Barthélémy Komtiété, qui propose 8 mesures pour booster la décentralisation partant du constat ou du postulat selon lequel la décentralisation est en mal dans notre pays. Lui qui estime que les sénateurs devraient véritablement prendre le pouvoir qui est le leur et bien entendu jouer le rôle qui est le leur, c'est-à-dire protéger ou œuvrer pour le développement des collectivités territoriales décentralisées. Georges Sémé, ça signifie que pour la première mandature de ce Sénat, cela n'a pas été le cas. C'est le constat que fait aussi Barthélémy Komtiété. Je crois qu'avec l'éclatement du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la question de la décentralisation se pose encore plus avec acuité. On a souvent eu à dire que c'était un processus qui n'a pas du tout réussi au Cameroun, parce que jusqu'aujourd'hui, un processus qui a commencé quand même depuis 1996, et aujourd'hui on en est à moins de 1000 compétences qui ont été transférées, et je crois qu'en termes de financement, c'est autour de 500 milliards de francs CFA. Je pense que c'est assez maigre quand même pour un processus qui a commencé il y a des années, et
C'est tout à fait logiquement que cet expert, qui est expert en génie civil, mais aussi spécialiste sur les questions de décentralisation, veulent aujourd'hui mettre ces solutions sur le devant de la scène afin de booster ce processus qui est un peu, comme tout le monde sait, mis à mal. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, le 2 mars 2018, a bien voulu créer un ministère uniquement consacré à la chose de la décentralisation. Et il a demandé qu'il attend des propositions pour que ce processus soit véritablement accéléré. Il a proposé quelques solutions comme le parachèvement de la publication des règles qui encadrent la décentralisation. Il a proposé également le désengagement total de l'État. Je pense que ces mesures viennent se rallonger sur les mesures qui avaient déjà été proposées, soit par des politiques ou alors par d'autres experts comme lui. Mais nous savons que le véritable problème de la mise sur pied de la décentralisation, c'est un problème structurel parce que l'État du Cameroun reste un État fortement centralisé, voilà, et que le transfert de compétences parfois n'est pas suivi du transfert des ressources financières, et soit on transfère les ressources financières, on ne transfère pas les compétences. Donc un transfert de compétences à pas de tortue, des mesures qui sont proposées. Est-ce que finalement le problème ce sont ces mesures et ce sont l'absence de mesures, ou alors la volonté politique qu'il devrait avoir dans l'application de ces mesures et même l'application des textes liés à la décentralisation? Il faut dire que de manière objective, on va comprendre que c'est un problème du transfert des compétences. Parce qu'en fait, on va comprendre que c'est un problème politique parce que ceux qui gèrent le gouvernement central aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne voudrais pas parler du gouvernement fédéral, mais la République du Cameroun aujourd'hui ne voudrait pas justement, non pas cette volonté. Parce qu'à côté de tous les textes qui sont signés, on signerait la décentralisation qui a commencé depuis 1996. Ici, 1996 aujourd'hui, c'est plus une vingtaine d'années d'ailleurs. Ça veut dire que si on avait bien voulu que le processus arrive à son terme, on aurait bien parachevé depuis longtemps. Sauf que quand bien on a décentralisé, avec les différents ministères qui ont des délégations partout, je pense que tout est parti de là. La logique n'est pas fausse parce que vous avez des ministères au Cameroun qui ont des démembrements partout. Sauf qu'au niveau du transfert des pouvoirs et des compétences, ce n'est pas toujours ça. On voit toujours encore des ministres venir dans des régions inaugurer des choses alors qu'il y a des démembrements là-bas. Le délégué régional représente suffisamment le ministre, son ministre du tutelle à ce niveau-là. Or, il y a encore un problème de pouvoir. Il faut tout centraliser. C'est ça qu'il s'agit. Il faudrait certainement que les pouvoirs soient décentralisés et que les gens comprennent qu'en réalité, pour que la décentralisation puisse être efficace, il faudrait bien que le pouvoir qui accompagne les différentes délégations puisse être réel et total. Sinon, on n'aura pas toujours, ceux qui sont là n'auront pas la latitude de pouvoir engager, de pouvoir innover, de pouvoir créer. Il faut toujours attendre que l'ordre vienne d'ailleurs. Alors que quand c'est qu'on est autonome et qu'on doit prendre les initiatives, on est à même de pouvoir créer, certainement, la chose va te mettre sur pied. Donc, du coup, c'est là où le bas blesse jusqu'à présent. Je pense qu'avec le ministère de la décentralisation qui a été créé, il faut effectivement qu'il y ait délégation totale des pouvoirs et des moyens d'accompagnement. Voilà, on est dans le il faut. Que peut ce ministère? L'expert, lui, se projette sur la réelle volonté. Au cas où il y aurait une réelle volonté, on peut arriver à quelque chose, mais véritablement, est-ce que vous pensez, comme lui, que ce ministère est la bienvenue et peut apporter en plus un coup de boost dans la décentralisation, l'effectivité de la décentralisation? Il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs que la mise sur pied d'un ministère de la décentralisation ne relève pas d'une volonté politique d'abord d'accélérer le processus de la décentralisation. Ça tire sa source sur la crise anglophone et pour permettre effectivement que ce processus de décentralisation réponde aux revendications des sécessionnistes anglophones ou alors de ce qu'on a appelé les membres du consortium qui avaient effectivement trouvé que le processus de décentralisation est l'un de leurs problèmes majeurs. Donc, je crois que cette volonté politique existait déjà, mais elle n'a pas été véritablement implémentée. Donc, c'est bienvenu, ce ministère de la décentralisation, mais il y a beaucoup de goulots d'étranglement structurels, comme je disais tout à l'heure. Il faut former les fonctionnaires locaux à la chose de la décentralisation, parce que jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas bien outillés sur la décentralisation. Il faut accompagner les ressources financières aux compétences transférées, et il faut que ces ressources financières soient suffisantes par rapport aux compétences qui ont été transférées. Malheureusement, les collectivités territoriales décentralisées se plaignent de ce que les ressources qui sont parfois transférées ne répondent pas aux besoins ou alors aux réalités de ces collectivités locales. Il y a tout un chapelet de choses à baliser avant que
le processus de décentralisation soit véritablement mis en orbite et que les populations ressentent vraiment que le Cameroun c'est un État unitaire et décentralisé. Malheureusement, nous en sommes encore que le Cameroun c'est un État plutôt déconcentré, peut-être même hyper centralisé pour être un peu dur avec eux, mais on est dans un système de déconcentration qui tend peut-être vers une décentralisation. Je crois qu'on a encore au moins une bonne vingtaine d'années pour qu'on parle pour y arriver. De décentralisation. Alors, un des aspects soulevés par Barthélémy Komtuente, c'est le rôle que devrait jouer le Sénat. Alors, si les uns et les autres sont d'accord sur le fait qu'il y a eu un échec en matière d'impulsion des collectivités territoriales décentralisées. Au niveau du Sénat, est-ce que vous pensez que cette deuxième mandature pourrait apporter quelque chose, une deuxième mandature qui s'ouvre en ce mois d'avril du côté des Yaoundé? Je pense bien que la première mandature du Sénat, c'était, vous vous souvenez que le Sénat n'aura que sa deuxième mandature. C'est-à-dire que le premier mandat était un mandat test. Beaucoup de sénateurs ne connaissaient même pas l'heure du phare de mission quand ils accédaient au Sénat. On peut justement leur pardonner ça parce que c'était un mandature test. Donc du coup, pour cette deuxième mandature, je pense que c'est l'occasion pour eux-mêmes de se rendre compte du fait de la mission qui est la leur. On vous a fait comprendre que le Sénat est la représentation des collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire qu'ils doivent être le relais des différentes communes de la République du Cameroun parce qu'en fait, c'est là où même. Et vous savez que la commune... Il propose d'ailleurs, par exemple, que les sénateurs rentrent de temps en temps vers ce qui fait office de base, c'est-à-dire vers les communes. Mais effectivement, parce que quand vous voyez même le mode d'élection de ces sénateurs, ils ne sont que l'émanation des différents conseillers municipaux. Donc ça veut donc dire que sont les représentations des communes, ils sont les représentants des différentes communes dont ils devaient défendre le développement et tout. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément ça. Beaucoup arrivent là et se complaisent de la statue qu'il a leur, des différents privilèges qui les accompagnent et du coup oublient que non, en réalité, nous sommes les représentants des élus et donc du coup nous devons défendre ces élus-là. C'est de ça qu'il s'agit. Justement, et c'est ça le bas blesse également parce que on sait que les collectivités territoriales décentralisées sont les éléments importants pour la décentralisation dont nous parlions tout à l'heure. Et du coup, ça ne s'appuie pas sur ces communes-là pour pouvoir accélérer ce processus-là. Parce qu'il faut rappeler que le ministère n'est que là pour accompagner et pour s'assurer que le processus est en train de se mettre réellement sur pied et que la décentralisation pourra atteindre l'objectif visé. Parce qu'il faudrait que les gens puissent être à mesure de s'auto-gérer, d'être autosuffisants et que les moyens qu'on leur donnera soient utilisés de manière rationnelle. Donc c'est d'où intervient également le Sénat à ce niveau parce que l'un n'ira pas sans l'autre. Donc les sénateurs une réelle mission, une très réelle mission importante parce que pour cette deuxième mandature, il faut qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas seulement une chambre de complaisance ou bien une chambre budgétivore. Vite, comment dire, un journal d'accord, ça pourrait être cette semaine. Une chambre budgétivore. Où on pense que l'argent dépensé pour le Sénat pourrait permettre de réaliser beaucoup d'autres projets. Alors qu'il faut qu'il soit utile effectivement pour cette Alors, très rapidement, en une seconde, on va sortir avec ce sujet qui revient depuis plusieurs semaines déjà, cette affaire de litige foncier du côté de Kribi et la nouvelle expression qui parle de la République à l'épreuve du tribalisme des autorités administratives qui sont coincées dans une affaire qu'elles ont négligée au départ, cette affaire de litige foncier. De ce côté-là, Georges Sémé, comment comprendre donc cette complaisance, un litige foncier où on assiste à des bagarres de rue, à des casses et consorts, et que les autorités n'arrivent pas à trancher? C'est en effet un drame juridico-tribaliste qu'on vit du côté de Kribi parce qu'on a parlé de mots très forts, Bamileke qui vient construire chez nous. Je crois que c'est extrêmement grave pour la cohésion nationale, extrêmement grave pour ce vivre ensemble qui est ce nouveau leitmotiv gouvernemental qui veut que, quelles que soient nos origines, qu'on puisse vivre dans un espace de façon sereine, mais malheureusement à Kribi, pour des intérêts assez égoïstes et parfois même dû au laxisme de certaines autorités. On en arrive même de complicité du ministère de la corruption, par là on en arrive à ce que le tribalisme soit encore mis sur le devant de la scène avec des violences qu'on aurait pu éviter depuis. Alors, Hervé Viard, rapidement un mot sur ce sujet. Vous dites que c'est regrettable, même si on va ignorer le tribalisme, ça fait partie des mots qui minent le Cameroun et qu'il faudrait justement que l'État se saisisse de cette histoire avec la plus grande fermeté pour que cela puisse disparaître parce qu'il faudrait bien ressentir Camerounais partout où on se trouve sur l'ensemble du territoire national. Voilà, merci Georges Sémé, merci Hervé Viard. Nous allons donc accompagner nos confrères frappés par le malheur en ce vendredi. Merci à vous.